Bonjour, bienvenue à ces troisième et dernier rendez-vous Audace. Mon nom est Catherine Cardinal. J'ai un grand plaisir d'animer ce troisième segment pour parler de recherche, de science de manière accessible et surtout avec des gens inspirants. Aujourd'hui, nous recevons deux chercheurs, chercheuses de grande renommée, chevronnés, experts dans leur domaine, qui font de la recherche qui change des vies. D'abord, Anne Marinier, chercheuse principale à l'IRIC, aussi directrice de la plateforme de chimie médicinale et de l'unité de découverte des médicaments de l'Institut, et Dr Guy Sauvageau, chercheur principal à l'IRIC, aussi professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et également hématologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Merci d'être avec nous ce matin. Je veux aussi prendre une seconde pour remercier Pomerleau, qui est notre commanditaire principal, mais surtout qui nous soutient dans nos efforts de recherche en oncologie depuis 2003, depuis nos tout débuts. Merci à Pomerleau qui rend ces rendez-vous possibles. Pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, on veut parler de la transformation de la recherche, comment elle passe du laboratoire jusqu'au patient, pour le guérir, pour les patients atteints de cancer. Et j'aimerais débuter avec vous, Anne Marinier, parce que vous êtes tous les deux derrière une histoire à succès, celle de la découverte de la molécule UM171 qui aujourd'hui change des vies véritablement. Mais cette histoire à succès dont on va parler n'aurait pas été possible sans votre arrivée à l'IRIC, qui s'est passée dans des conditions particulières, puisque vous êtes une ancienne du milieu pharmaceutique et c'est un peu le hasard qui vous a amené à l'Institut. Racontez-nous un peu votre histoire. Alors, peut-être que je devrais commencer par donner un petit peu de contexte historique à la découverte du médicament au Québec. Je dirais que dans les années 60-70, on avait réussi à développer une expertise assez particulière, assez importante en découverte du médicament. Spécialement en chimie, ce qu'on appelle la chimie médicinale, la chimie pharmaceutique ou thérapeutique. Ce qui s'est passé, c'est que il y a plusieurs compagnies pharmaceutiques internationales, multinationales, qu'on dit, qui avaient établi leur centre de recherche dans la région de Montréal principalement. Et ces chimistes que les départements de chimie au Québec formaient, des très bons chimistes organiciens, avaient la chance de pouvoir acquérir cette expérience qu'on appelle chimie thérapeutique ou médicinale dans ces centres de recherche. Et malheureusement, vers le milieu des années 2000, toutes ces compagnies pharmaceutiques ont décidé de fermer leur centre de recherche pour se tourner un petit peu plus vers le marché asiatique et pour d'autres considérations, j'imagine aussi. Et ce qui fait que moi, la compagnie pour laquelle je travaillais, qui était Bristol Myers Squibb, a été la première à fermer son centre de recherche. Et par contre, on avait de très belles opportunités d'aller travailler aux États-Unis, des postes très, très, très attrayants. Et à ce moment-là, j'ai décidé de contacter Michel Bouvier. On m'avait dit qu'il avait l'idée de partir ou de mettre en place un groupe de recherche en découverte du médicament en milieu académique, évidemment à l'IRIC. Et cette idée, je dirais, à l'époque, était extrêmement inusitée. Et je pense qu'il fallait quand même beaucoup d'audace de la part de la direction qui, à l'époque, était le docteur Sauvageau à côté de moi, pour adhérer à ce concept-là et permettre de le mettre en place. Alors, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on essayait d'arrimer deux cultures qui sont peut-être pas à l'opposé, mais quand même assez différentes. La culture académique très libertaire, basée sur l'exploration, la curiosité et tout, et la culture pharmaceutique qui est très, très structurée, je dirais, qui est, je veux dire, qui focalise sur les résultats, les livrables, etc. Mais par contre, l'idée avait beaucoup de sens parce que je pense que c'est important d'impliquer ceux que j'appelle les découvreurs, qui sont à la base du projet de recherche en médicaments, de découverte de médicaments, avec les développeurs, ou en tout cas les impliquer dans le processus de développement du médicament et avec les développeurs qui conçoivent, si on veut, la solution thérapeutique qui va mener à un médicament. Et je pense que chaque groupe profite de l'expertise des autres. Alors donc,
avec une petite équipe de 5 chimistes de Bristol Myers Squibb qui a décidé de me suivre. On s'est joint à l'IRIC, on a bâti cette petite infrastructure qui, au fil du temps, est devenue pas mal plus grosse. On est maintenant 60 chimistes et biologistes qui y travaillent. Et je dirais que cette entité fait un peu la particularité, l'IRIC. En tout cas, fait partie de sa particularité parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entités de ce genre-là dans d'autres centres académiques. Puis c'est cette équipe-là, donc, découvert une molécule qu'on a nommée UM171. Docteur Sauvageau, je vous céderai la parole juste pour comprendre c'est quoi cette molécule puis qu'est-ce qu'elle est capable de générer comme espoir. En fait, la molécule UM171 est une molécule qui a été optimisée par nos chimistes, l'équipe de la professeure Marigny. Et en amont de tout ça, il y avait un de nos chimistes qui avait, dans le cadre d'un autre programme, synthétisé une molécule pour en avoir une propriété, si vous voulez, qui soit propre à l'IRIC. Et ce faisant, il a rendu la molécule inactive dans son programme. Donc, au lieu de la mettre aux poubelles, l'équipe de Anne, en fait, amène ces molécules-là dans une librairie centrale. Donc, pareil comme quand on va à la bibliothèque, nous, on est allé à la bibliothèque de l'IRIC et on a criblé, c'est-à-dire on est allé regarder chacune de ces molécules propriétaires de l'IRIC et d'autres molécules et s'apercevoir qu'il y en a une de ceux-là, la fameuse 729, le précurseur du UM171, qui, elle, était capable d'amplifier ces cellules souches-là qui sont évidemment... qui sous-tendent la greffe de moelle osseuse chez l'homme. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la molécule que vous avez observée, qui était très active, ce qu'elle permet de faire, c'est vraiment la multiplication des cellules souches, qui est le nerf de la guerre quand on est atteint d'une certaine forme de leucémie. Racontez-nous un peu comment une molécule découverte dans un laboratoire concourt à guérir aujourd'hui, ou du moins à remettre des patients sur le chemin de la rémission. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Comment ça se passe? Mais ce qui est intéressant, c'est que la première molécule qu'on avait faisait très bien le travail, mais on était naïfs dans toute cette aventure. Puis une des choses qu'on s'est rapidement aperçu, c'est qu'il fallait une molécule peut-être plus puissante pour permettre d'en mettre moins dans la culture, de sorte que les organismes de régulation, Santé Canada, la FDA, ne nous amènent pas à faire une série de tests de toxicité qui prennent des ressources incroyables. Et bon, bref, il a fallu avoir une équipe de chimistes qui a amélioré considérablement la force, si vous voulez, de cette molécule-là, ou la puissance, on aime mieux. Une fois qu'on a ça, effectivement, là, on est devant une molécule qui semble être capable d'amplifier les cellules souches. Et là, il faut le démontrer dans des modèles précliniques chez la souris. Donc, c'est-à-dire prendre des cellules humaines, les amplifier avec la molécule et greffer des souris avec des cellules humaines, donc reconstituer le sang humain dans la souris. Et on s'apercevait effectivement que ça fonctionnait très bien chez la souris. Et ensuite, bien là, évidemment, il faut amener ça chez l'humain, on pourra en parler. Puis quelqu'un qui est donc atteint du cancer, qu'est-ce qu'elle reçoit comme soin qui met à contribution, en quelque sorte, la molécule? Peut-être Dr Sauvageau pour conclure. Bien, en fait, il y a plusieurs problèmes dans une greffe pour lesquels on n'a pas de solution actuellement. Et un de ceux-là se situe dans le centre cordon. Parfois, je dirais environ 15 du temps, on doit aller vers un centre cordon quand on fait une greffe, tout simplement parce qu'on n'a pas un donneur compatible dans la famille ou pas de donneur compatible dans des banques ou on a des anticorps contre un de nos frères et sœurs qui fait qu'on ne peut pas utiliser son greffon. Et dans ces situations-là, on se retourne vers le cordon. Et malheureusement, les cordons sont souvent trop petits pour un adulte et il faut bien voir que le poids de la population générale a tendance à grandir avec les années. Donc, les cordons deviennent de moins en moins efficaces pour ces gens-là. Et c'est à ce moment-ci que d'avoir une molécule qui puisse amplifier ces cordons-là devient un avantage incroyable.
Puis donc, Anne Marnier, c'est votre équipe qui a découvert une molécule dans le cadre d'un projet de recherche autre qui ne vous concernait pas tous les deux initialement. Qu'est-ce qu'on voit quand ça se passe pour avoir l'intuition scientifique qu'elle peut être porteuse d'espoir, qu'elle peut donc agir comme solution thérapeutique éventuelle auprès de patients atteints du cancer? Bien, comme Guy le mentionnait, évidemment, la molécule a été identifiée. C'était la plus puissante déjà au départ. Et bien, on voyait qu'on était capable de l'optimiser, de l'améliorer et d'en faire toutes les étapes que Guy vient de décrire. C'est un peu les étapes, en gros, de la découverte du médicament. On commence par avoir un point de départ et le chimiste va modifier la structure de la molécule pour la rendre plus active, plus biodisponible quand c'est une pilule, non toxique, etc. Puis de ça découlent des étapes de recherche implicites, mais aujourd'hui, on sait qu'elle concourt à guérir des patients, du moins, je le disais d'entrée de jeu, à remettre sur le chemin de la rémission certains patients. Docteur Sauvageau, combien de gens ont pu bénéficier de cette technologie-là à ce jour? Il y a eu, jusqu'à maintenant, je pense, 4 études cliniques d'ouvertes. Il y a environ 65 patients qui ont été greffés avec cette technologie-là jusqu'à maintenant. 2 ou 3 aux États-Unis et le reste ici à Montréal et à Québec. Puis on fait ça dans un cadre d'essai clinique de phase 3, donc on est encore en train de tester son efficacité. Qu'est-ce qu'on peut avoir tous les deux comme espoir possible d'un point de vue théorique actuellement? Mais est-ce que on court-circuite le cancer? Est-ce qu'on achète du temps? Est-ce qu'on guérit les gens? Qu'est-ce qu'on peut espérer véritablement? On fait un peu de tout ça avec une chose comme ça. Par exemple, une des choses qu'on s'est aperçu rapidement, c'est que ces greffons-là se comportent vraiment bien en clinique, mais il fallait apprendre à les utiliser, un peu comme on apprend à conduire une nouvelle voiture qu'on achète. Et après avoir un peu compris comment les utiliser, quelle dose donner, etc., on s'est aperçu que les patients qui avaient ces greffons-là allaient effectivement mieux que des patients qui reçoivent un greffon de cordon normalement. Ça nous a... et à plusieurs égards. Ensuite, on a eu l'impression dans la première étude que les gens qui avaient des maladies difficilement guérissables par la greffe étaient en fait guérissables maintenant, ou du moins on en a maintenant qui ont 4 ans de follow-up, puis ils sont toujours en bonne santé. Et en greffe, quand on commence à approcher le 5 ans, on commence à parler de guérison, nous les greffeurs. Et quand on a vu ça, on s'est dit, oh, est-ce qu'on... Et là, je touche au deuxième point que tu avais soulevé. Quand on a vu ça, on s'est dit, bien, est-ce qu'on serait capable d'aller guérir des gens qui ont des maladies difficilement guérissables? Et l'équipe à Maisonneuve-Rosemont, surtout Dr. Cohen et l'équipe au Fred Hutch à Seattle, sous le Dr. Milano, ont posé cette question-là. Ils ont recruté maintenant 21 ou 22 patients. Et effectivement, mais on est tôt encore. Là. On est en une année de follow-up et on voit des très beaux résultats encore une fois. Bref. C'est des patients atteints d'autres maladies que le cancer? Bien, c'est toujours des cancers du sang jusqu'à maintenant, ces choses-là. Mais bref, on s'est aperçu de 2 choses. D'abord, c'est qu'on a une forme de greffe qui est sécuritaire et qui répond au premier point que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas accès à une greffe maintenant pourraient avoir accès à une greffe avec cette technologie-là. Et c'est dans ce sens-là qu'on a approché Santé Canada pour des discussions initiales, à savoir si on pourrait aller vers une approbation accélérée sur cette condition-là. Et là, on ne parle pas nécessairement de cancer. On peut parler de quelqu'un qui a perdu son système sanguin parce qu'il a été exposé à de la radiation, quelqu'un qui a une anémie aplasique, etc., etc. Puis je m'en remettrai à vous, Anne. On comprend qu'à l'ERIC, on fait surtout du travail de recherche fondamentale. Donc, on démystifie la biologie du cancer. On essaie de comprendre comment la cellule se comporte pour savoir ce qu'elle crée comme ravage.
Donc, je présume qu'initialement, dans le cadre de vos fonctions, vous ne pensez pas à la guérison des patients, oui, comme trajectoire finale, mais pas avec une grande proximité parce que ça se passe en laboratoire, vous faites de la chimie. Comment on se sent quand on voit quelque chose que notre équipe a découvert, qui est très, très, très porteur et pour lequel on a même accès aux résultats qui sont, je le comprends, pour l'instant très concluants? Bien, je dirais que c'est la finalité, le but de chaque chimiste ou en tout cas scientifique qui travaille en découverte de médicaments, ça c'est clair, de voir un effet thérapeutique comme ça et de voir que ce qu'on a conçu change la vie, non seulement en améliorant le bien-être d'êtres humains, ou peut-être en le guérissant. Mais je dirais que peut-être je pourrais mentionner avant que, au départ, ce qui motive ou ce qui passionne un chercheur, puis là je vais parler comme chimiste, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on invente, on crée des molécules qui n'existent pas dans la nature. Alors donc, ce processus de création-là, d'agencement d'atomes qui va former une nouvelle molécule, qui va avoir une structure tridimensionnelle particulière, des propriétés électroniques particulières, et ça, on parle de l'infiniment petit, évidemment, c'est extrêmement motivant, et surtout lorsque on se rend compte que cette molécule-là exerce un effet biologique que nos biologistes nous rapportent. Et donc ça, c'est très motivant, mais c'est aussi, et là, entre tout l'aspect du travail d'équipe et de réussir à avoir un résultat qui provient d'un travail d'équipe, parce que le chimiste a besoin du biologiste, le biologiste a besoin du chimiste. C'est extrêmement valorisant de savoir qu'on a des résultats et de savoir qu'on est capable de modifier les processus biologiques de la cellule ou du corps humain par cette création. Puis, Dr. Sauvageau, vous êtes plus proche de la clinique comme hématologue. C'est quand même quelque chose qui fait partie de vos fonctions. Mais je vous repose la question. Vous êtes derrière la fondation de l'IRIC. Vous avez choisi comme cause le cancer. C'est ce que vous faites depuis près de 20 ans. Comment on se sent quand on voit les fruits de notre travail qui sont terriblement porteurs d'espoir? Bien, évidemment, c'est sûr, ça fait plaisir, mais comme le disait Anne aussi, l'aspect fondamental fait plaisir aussi, surtout quand on touche les deux champs. Là. Puis, je dirais que de voir des patients qui évoluent bien, évidemment, on ne peut pas demander mieux. Mais il y a aussi une passion très, très grande de comprendre comment ça marche. Parce que tout ce qu'on parle depuis le début, c'est des chimistes qui touchent l'infiniment petit, ce qui est formidable. Mais à un moment donné, quand on a une molécule comme ça qui touche un mécanisme qui permet l'amplification de cellules souches, là, il faut comprendre c'est quoi ce mécanisme-là. Et ça nous a pris beaucoup de temps à comprendre ça, hein, je dirais, puis on n'a pas fini. Et ça fait pas quelques mois là, qu'on a réussi à bien comprendre le mécanisme derrière ça. Et là, ça ouvre toutes sortes d'autres horizons qu'on pourra discuter, là, mais Donc, il y a les deux aspects. Il y a le patient et il y a la science fondamentale derrière ça. Mais il y a une science clinique aussi. Tout à fait. C'est-à-dire que quand on voit une belle observation clinique, il faut poursuivre et on s'est aperçu, par exemple, que ces patients-là faisaient moins d'infections graves. Alors, on est allé explorer qu'est-ce que la molécule faisait pour s'apercevoir qu'effectivement, elle est capable d'induire la multiplication d'une sous-population en reprogrammant un peu les cellules, et c'est ce qu'on est en train d'étudier présentement. Là. Puis je rebondis sur ce que vous dites. Est-ce que ça arrive souvent qu'il y ait une aussi grande proximité, en quelque sorte, par la force des étapes de la recherche, entre, par exemple, l'équipe de chimistes, voire même jusqu'au docteur traitant qui soigne le patient? Est-ce que c'est inusité de voir qu'il y a comme un dialogue qui s'établit à travers toutes les étapes de la recherche, du laboratoire jusqu'à la personne atteinte par le cancer? Oui, moi, je dirais, et puis j'ai les deux expériences, l'industrie pharmaceutique et
premièrement, je pense que c'est inusité dans un institut de recherche académique. Ça, je le crois. Et même lorsqu'on est dans la pharma, évidemment, la pharma, c'est très, très structuré. Il y a des boîtes et tout. Donc, on travaille dans notre petite partie de recherche. On parle beaucoup aux biologistes, aux généticiens, aux chimistes plus analyticiens et tout ça. Mais lorsque la molécule avance dans le processus, nous, on en perd, en tout cas, nous qui sommes au début, là, dans la recherche plus appliquée, fondamentale, on perd tout le contact avec les cliniciens. Ce qu'on a eu avec l'ERIC ici, c'est extrêmement intéressant pour nous. Puis qu'est-ce qu'on gagne dans le processus quand on établit cette proximité-là? Bien, c'est ça, j'allais rajouter que énormément. C'est incroyable parce que à chaque étape, incluant après la clinique, il y a un problème qui arrive et d'avoir la possibilité d'appeler son collègue puis de dire, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on va régler ça. Et ça, c'est une chance unique. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Et une des grandes causes de ça, c'est que de faire de la chimie médicinale en milieu académique ou n'importe où, ça coûte excessivement cher. C'est des structures qui ne sont pas académiques et ça prend vraiment la créativité d'un centre comme l'ERIC pour être capable de faire ça. Et aussi, il faut avoir un réflexe qui n'est pas normal dans le monde académique, c'est-à-dire de ne pas tout mettre de l'avant tout le temps. Comme par exemple, quand on a fait tout le travail pour arriver à la molécule, nous, on savait qu'il fallait protéger ça et Dr. Marigny, elle voulait publier la découverte. Puis, c'est l'inverse. Puis, c'est sûr que ça a amené des tensions. Et il va continuer à avoir des tensions parce que ce sont deux milieux non naturels et c'est la beauté d'un centre comme ça d'être capable de les recevoir et d'y réfléchir. Et ça prend une université comme l'Université de Montréal qui avait beaucoup de vision, puis qui continue à en avoir pour développer ce genre de partenariat-là, parce que c'est un vrai partenariat. Puis si on prend le cas de l'UM 171, actuellement, bon, c'est en essai clinique, des patients sont traités, etc. Est-ce qu'il vous arrive, comme vous disiez, Dr. Sauvageau, de correspondre avec le groupe de chimie pour dire « Hey, on a telle embûche en cours de route, est-ce que vous pouvez regarder cet angle de travail pour nous donner des réponses? » Est-ce que le dialogue continue jusqu'au traitement du patient? Ah, tout à fait. Et Anne, ça prend une complicité très, très grande pour... C'est une chose de faire une molécule entre un groupe de chimistes et de biologistes, après ça, de la transférer, mais de tout le faire au sein d'un même institut. Et j'implique ici les gens de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui ont été très, très, très importants dans ces phases cliniques-là. Puis ils nous reviennent avec aussi tout l'aspect manufacturier qui est derrière ça, parce que c'est pas juste de la chimie, c'est pas juste de la biologie. Il y a tout l'aspect manufacturier. Il faut les produire, ces greffons-là, au Québec, comme on fait. Ensuite, il faut les envoyer par avion partout dans le monde, à l'occurrence ici au centre Fred Hutch à Seattle. Il y a tout dans ça. Là. Il y a une logistique, c'est énorme. Pour qu'on comprenne bien justement à quoi vous faites référence, brièvement, ça serait quoi les étapes cruciales de la recherche là, quand on part d'une découverte potentielle ou à faire jusqu'à son évolution vers de nouvelles solutions thérapeutiques, brièvement? En prenant l'exemple du M171 ou autre. Ou autre. Bon, écoute, je dirais que je vais essayer d'être brève, là. Alors, le corps humain est complexe. On s'entend, très, très complexe. Et ça va comprendre... être bref. Hein? J'ai dit ça va être bref. Comprendre la vie et comprendre ce qui nuit à la vie, ça prend beaucoup de temps. Et ça, c'est la partie que mes collègues biologistes font. Et par la suite, bon, nous, on arrive et on essaie de concevoir une solution thérapeutique. Donc, ça prend de l'imagination, du temps et tout ça. Il y a une analyse multiparamétrique qu'on doit faire.
Alors donc, le corps humain est le site de plusieurs processus biologiques et donc mes collègues vont découvrir quel processus biologique est impliqué dans le problème de santé qu'il y a. Ces processus biologiques-là impliquent des molécules, grosses molécules qu'on appelle des protéines, qui interagissent entre elles, envoient un signal. Et pour que ce signal se passe, elles sont activées très souvent par une plus petite molécule qui entre dans une cavité, qui s'insère dans une cavité qu'on appelle le site actif et qui se lie, donc, et un peu comme une clé rentrerait dans une serrure. Donc, la serrure étant le site actif et la petite molécule, la clé. Alors donc, mes collègues identifient la serrure, est-ce qu'ils comprennent comment ça fonctionne, pourquoi il y a un problème. Et nous, ensuite, ce qu'on doit faire, c'est générer une nouvelle clé qui va rentrer dans la serrure. Et pour ce faire, bon, évidemment, les chimistes doivent synthétiser, générer plusieurs clés pour comprendre très bien l'interaction. Et comme je le disais tantôt aussi, pour s'assurer que la clé qui va être sous forme de pilule va se rendre au bon endroit, ne sera pas métabolisée durant tout le périple pour se rendre là, va être spécifique à la serrure dont on parlait. Et donc tout ce processus-là, je dirais, et ça ne comprend même pas l'identification du processus biologique, qui, lui, je pense qu'on ne peut pas quantifier comme tel parce que ça implique toute la recherche fondamentale qui a été en amont, qui a été développée par le chercheur. Juste le processus d'optimisation, ça prend 2 et 5 ans environ. Par la suite, là, on doit aller en études précliniques, comme Guy le mentionnait pour la molécule. On va dans différents modèles animaux pour vérifier sa toxicité, sa biodisponibilité, son efficacité aussi. Et finalement, si tout ça fonctionne, là, on commence les études de phase 1, 2 et 3 qui vont durer environ une dizaine d'années. Ça, c'est pour un médicament, là, comme pour une pilule. Là, Alors, tout ça, c'est à peu près... Je peux parler des études cliniques, si vous voulez, rapidement. L'étude clinique de phase 1, normalement, c'est avec un petit nombre de patients pour vérifier la biodisponibilité et l'innocuité. La phase 2, on rentre avec des vrais patients qui sont malades et un petit nombre pour voir si c'est efficace. Et la phase 3, c'est un grand nombre, plusieurs milliers, pour s'assurer que tout fonctionne bien. On comprend que ça prend du temps. Oui. On comprend que ça prend des talents, des ressources. C'est quoi les principaux défis qu'on va rencontrer quand on est dans une démarche qui peut prendre 12, 15 ans? Déjà, le financement... Moi j'ai aimé qu'on compare les chimistes à des serruriers. Je sens que ça va être populaire. Et évidemment, nous, on veut toujours un passe-partout, mais eux haïssent les passe-partout. Oui. Et j'ajouterais à ce qu'Anne a dit aussi, une phase 3, évidemment, on essaie toujours de la comparer au gold standard pour essayer de le battre, pour démontrer que notre produit est meilleur que ce qui existe. Et c'est un peu là qu'on en est présentement avec UM171. Et vous comprenez que si c'est une petite molécule qu'on prend par la bouche, on s'en est aperçu avec le Viagra. Puis je ne ferai pas de jeu de mots ici, là, mais avec le Viagra, on avait un médicament contre une certaine forme d'hypertension qui a fini à être un médicament qui en donne une autre. Mais, bref, le clinicien, la compagnie ou, dans le cas présent, les gens qui ont accès à ces molécules-là, doivent aussi essayer de comprendre toutes les indications dans toutes les sphères. Parce qu'une molécule les a, ces différentes indications-là. Et Catherine, je me souviens pas du reste de la question, là. En fait, je peux la poser autrement aussi ou aller continuer sur ce que vous dites. Quelles sont les chances, que ce soit à l'IRIC ou ailleurs, quelles sont les chances que dans un futur proche, on fasse émerger une nouvelle solution thérapeutique, comme l'UM171, que ce soit une prise de pilule ou que ce soit une nouvelle technologie? Est-ce que vous avez été chanceux? Est-ce que vous avez été créatif, talentueux? Quelles sont les chances de reproduire une histoire à succès pour générer plusieurs solutions thérapeutiques contre les cancers? C'est à moi. Bien, tout d'abord, on a plusieurs projets de recherche à l'IRIC avec
avec Guy, on travaille avec Guy, mais avec aussi d'autres chercheurs. Je pourrais mentionner, par exemple, avec Marc Terrien, on a vraiment une belle série de molécules qui a le potentiel de traiter 30 des cancers, ce qui est énorme. Là, plus précisément, je mentionnerais le cancer de la peau, du pancréas, du poumon et de l'intestin. Donc, on a plusieurs de ces projets-là, c'est pas le seul. Avec le UM171, bien, peut-être que Guy peut parler des possibilités du UM171. Je pense que cette série de molécules-là est extrêmement, extrêmement intéressante et on essaie de développer son potentiel. En fait, la vision qu'on avait à l'Institut et qu'on a toujours, et qui est la beauté d'amener une équipe de chercheurs comme on a là, parce que ça amène une diversité de possibilités. Parce que quand le chimiste arrive avec ses librairies, comme on a parlé tantôt, bien, plus il y a de gens autour de lui ou d'elle, dans le cas présent, qui sont capables de tester ces molécules-là dans différents, on appelle ça des essais dans notre jargon, là, dans différentes possibilités. Donc, plus il y a de chercheurs fondamentaux qui regardent ça, plus il y a de chances qu'on trouve des indications pour ces molécules-là. Dans le cas du UM171, on est allé à l'envers. On a commencé par avoir un biologiste qui disait « Moi, c'est ça mon but, je voudrais faire ça », et qui est allé voir un chimiste. Puis le chimiste lui a dit « Oui, mais as-tu l'essai, la cible? » On a dit « On n'a pas la cible, on ne sait pas comment ça marche, tout ça, mais on sait ce qu'on veut faire. » Ouais. Et à partir de là, on peut ensuite retourner vers la cible, ce qu'on a fait. Et là, on va voir quelqu'un comme Anne, puis on lui dit, là, on a la cible. Et là, elle regarde ça, puis elle dit, oh! Elle dit, bien là, la molécule n'est pas juste bonne pour les cellules souches. On s'aperçoit ici qu'elle est bonne pour d'autres formes de cancer. Et il y a même des évidences, il y a même une étude clinique, entre autres, qui suggère que cette cible-là pourrait être bonne dans des maladies neurodégénératives. La maladie d'Alzheimer, pour ne pas la nommer. Alors, ça donne un exemple un peu là, de voir comment on peut passer d'une approche classique avec un chercheur à lyrique qui a un essai clé, je m'excuse, il y a un essai, il connaît la serrure, il demande au chimiste, trouvez-nous la clé. Ce qu'on est en train de faire avec Marc Terrien. Au contraire, c'est-à-dire quelqu'un qui dit, moi, je veux faire plus de ça, donnez-moi vos librairies, puis là, ensuite, le chimiste nous dit, OK, bien là, trouve-nous la serrure maintenant qu'on t'a donné une clé. Ouais. Puis l'angle premier de ces entretiens porte sur le temps d'une découverte. On comprend que ça prend du temps pour faire émerger des solutions thérapeutiques. On comprend que ça prend des ressources, des talents, du financement. Par contre, vous avez tous les deux dit des choses très porteuses. Anne, vous avez mentionné la possibilité d'une équipe de recherche qui travaille actuellement sur développer une potentielle pilule pour s'attaquer à 30 des types de cancers. Est-ce qu'on est vraiment proche de quelque chose en ce sens-là? Ça voudrait dire beaucoup. Ah, ça voudrait dire beaucoup. Et bien, là, faudrait que je touche du bois, là. Mais oui, en fait, on voit les effets dans les modèles de souris. Il y a absolument... Là, maintenant, on est essentiellement en train d'optimiser cette série de molécules-là pour que toutes les caractéristiques dont je mentionnais tantôt, pour que la pilule ne soit pas trop grosse, premièrement pour l'humain, pour qu'elle se rende au bon endroit et tout, pour qu'elle ne soit pas trop métabolisée. Donc, on est en train de la fignoler, là, les dernières étapes, modifier la structure un petit peu des dernières étapes, mais oui, on voit une efficacité qui est extrêmement encourageante dans tous nos modèles animaux des cancers dont je parlais. Puis vous avez mentionné les possibilités, le champ des possibles que pourrait faire émerger l'UM171. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer que des patients atteints d'autres types de cancers que les leucémies en bénéficient dans un futur proche? Ou tout reste à faire, les tests sur les animaux, les tests... J'allais dire tantôt que la beauté d'avoir une équipe comme nous, on a les deux ensemble ici, c'est qu'on a la partie fondamentale de la chimie, c'est-à-dire la clé. Puis encore une fois, là, on a parlé de serrurier. Ça va rester. Et la chance
qu'on ait, et on le valorise beaucoup. On a quelqu'un comme Claude Perrault à l'Institut qui a cette possibilité-là aussi, un clinicien-chercheur, donc quelqu'un qui a les deux mains dans la clinique, qui est donc capable de le prendre puis de l'amener. C'est vraiment excitant parce que là, ça fait que le chimiste, comme le biologiste, voit maintenant les résultats cliniques et peut maintenant réfléchir à retourner du patient au laboratoire pour améliorer des choses. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment bien. Puis c'est pour ça qu'on est toujours à la recherche de jeunes cliniciens-chercheurs, les encourager à venir dans des centres comme nous pour être capables de reproduire cette chaîne-là, si vous voulez. Puis le cancer crée des ravages. On le sait, un Canadien sur 2 va être atteint d'un type de cancer. Et Dr Sauvageau, vous me partagiez dernièrement des chiffres assez éloquents sur la durée de vie des patients atteints de cancer. On comprend que tout type de cancer confondu, on n'a pas beaucoup de lumière au bout du tunnel. Par ailleurs, là, on parle de recherche porteuse. Qu'en est-il actuellement? Est-ce que c'est un combat qu'on débute? Est-ce que, pour l'instant, on achète du temps ou est-ce qu'il y a des solutions concrètes pour certains types de cancers ou pris à certaines étapes de façon globale? Comme on avait parlé en pré-entrevue, là, il y a eu beaucoup de types de cancers sur lesquels il y a eu des progrès incroyables. Oui. Hein? Je parle du cancer du testicule, par exemple, où on a eu des gens comme Lance Armstrong qui avaient des métastases à des organes vitaux qui, non seulement sont en vie, mais qui ont gagné plusieurs Tours de France. Il y a le cancer du sein qui, lui, je vous rappelle, là, à peine 40 ans, les gens avaient des chirurgies dévastatrices dans cette maladie-là, alors que maintenant, on est capable d'apprécier qui a un haut risque et qui a un plus faible risque et d'avoir des traitements beaucoup plus appropriés pour ces gens-là. On a appris dans les 30 dernières années à intégrer la chimiothérapie standard avec la radiothérapie qui, elle, s'est développée de façon merveilleuse. Les radiothérapeutes, maintenant, sont capables de vraiment cibler une petite tumeur profondément dans un tissu sans causer trop de dommages autour et de coordonner ça avec la radiothérapie pour avoir ce qu'on appelle une synergie entre les agents de chimiothérapie et la radiothérapie. Et finalement, les chirurgiens qui maintenant souvent vont intervenir plus tard, alors que la tumeur est beaucoup plus petite, pour venir cueillir la graine qui reste dans un organe vital, par exemple. Donc, il y a eu pour plusieurs types de cancers beaucoup de progrès. Mais ce qui a été le plus gros progrès des 20 dernières années, et en particulier des 10 dernières années, c'est vraiment ce que vous avez vu tout le monde avec la crise de la COVID, c'est-à-dire que la génomique a pénétré, et la génétique, dans le fond, a pénétré dans cette maladie-là et nous a permis de la comprendre maintenant. Parce que le cancer, c'est une maladie de l'ADN. C'est aussi une maladie de l'enveloppe de l'ADN qu'on appelle l'épigénome. Et pour la plupart des cancers maintenant, on comprend exactement ce qui se passe. Alors là, on se retourne vers nos amis, les chimistes, et on leur dit, voilà, maintenant, on a plusieurs cibles. Et eux ont déjà réussi plusieurs exemples. Et le groupe de Anne, quand ils étaient dans la pharma, en ont réussi une qui est très belle. C'est une cible qui touche une sorte de leucémie, qu'on appelle la leucémie myéloïde chronique, qui, quand moi j'étais étudiant, tuait les gens presque à 100 %, alors que maintenant, avec une seule pilule, une fois par jour, on guérit essentiellement ces gens-là. C'est rendu un peu comme un diabète qu'on traite de façon chronique, mais encore mieux, ce qu'on appelle la thérapie ciblée. Et ce que Anne décrit avec Marc Terrien sur cette cible-là, qui est vraiment une grosse cible dans le cancer, bien, effectivement, c'est une autre serrure comme ça qui donne de la thérapie ciblée dans le cancer. Bref, toute cette longue introduction-là pour dire qu'on est présentement dans l'ère de la thérapie ciblée, où il y a des gens à Lyric et des centres comme Lyric se sont positionnés comme ça. Il y en a quelques autres dans le monde.
qui font exactement le même effort. Et donc, il y a toute une armée de chercheurs présentement. Puis encore une fois, on l'a vu dans le COVID, hein, quand les équipes de recherche se mettent ensemble, ça livre. Et c'est ce qui est en train de se faire livrer présentement. Et il n'y a pas, je dirais, une semaine, voire un mois où je ne vois pas un papier sortir où on vient d'identifier effectivement une nouvelle cible. Et la beauté, c'est qu'il commence à avoir tellement de molécules dans nos librairies maintenant que parfois on est capable d'en prendre une. L'exemple du Viagra était beau, là. En prendre une pour une indication et de l'amener et de démontrer effectivement qu'elle fonctionnerait, mais à des doses trop considérables. La pilule serait grosse comme ça. Comme on dit souvent, la pilule est dure à avaler. Et c'est là qu'on se retourne vers nos amis, les chimistes, je m'excuse, pas les serruriers, puis qui font le travail. Bref, c'est un moment très excitant. Oui, et je dirais qu'on a tous les deux un projet qui s'appelle l'Eucégène, qui vise à faire ça, à trouver des nouvelles serrures, des nouvelles cibles thérapeutiques. Avec une approche quand même assez innovante, basée sur les spécimens de patients et en utilisant une bonne librairie de molécules. Et on a commencé à avoir des résultats comme ça. Puis on comprend, en somme, qu'à l'IRIC, il y a le nerf de la guerre des chercheurs chez nous, c'est de comprendre la biologie du cancer, c'est-à-dire comment se comporte la cellule, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle ne veut pas mourir, puis pourquoi elle se déploie en cancer. Donc ça, c'est le travail, là, je ne sais plus si c'est les serruriers, mais enfin, c'est le travail de la gang de biologistes. Quand on va vers votre équipe, Anne, qu'est-ce qu'on attend, puis qu'est-ce qu'il faut surtout rassembler comme conditions au sein d'une équipe en découverte de médicaments pour porter fruit le plus possible au travail de ceux qui démystifient le comportement cellulaire, sa division, sa révolution en quelque sorte. Bien, comme je le mentionnais tantôt, nous, on va essayer de concevoir une solution. Lorsque les biologistes ont bien compris la façon que la cible fonctionne, pourquoi elle a cet effet-là. Bien souvent, ils vont avoir identifié, comme je dis, un point de départ, une molécule qu'on appelle HIT. Et basé là-dessus, nous, on va essayer de la modifier pour qu'elle soit... Puis vous, l'équipe, c'est quelles ressources, quelles forces vives, en fait, on doit avoir pour prêter épaule au travail des chercheurs? C'est des biologistes, c'est des chimistes, c'est des experts dans des domaines spécifiques. C'est quoi qui les définit pour dire qu'eux, ils font de la découverte de médicaments? Bien, c'est des chimistes en premier qui ont une base en chimie organique et puis qui ont évidemment l'expertise là, pour designer, pour concevoir ces molécules-là. On a aussi des biologistes qui supportent, comme parce que je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais tout ce travail-là était beaucoup un travail d'essai et erreur. Il y a un processus d'itération qui est extrêmement important. Et donc, on a besoin de biologistes qui vont mettre au point les essais robustes et qui vont être capables de nous revenir et nous dire, bon, on a telle activité et nous, après ça, on recommence. C'est un processus vraiment d'itération. On a aussi des, moi je les appelle les chimistes computationnels qui utilisent la modélisation moléculaire pour... avec l'ordinateur pour nous aider à concevoir ces molécules-là. On les voit en 3 dimensions, on essaie de les voir dans la fameuse serrure. Et donc, eux sont extrêmement importants aussi. Ils commencent aussi à faire de l'apprentissage machine et tout pour nous aider, pour essayer de ralentir cette espèce de processus d'itération-là qui prend tant de temps et qui coûte si cher. La semaine dernière, on s'entretenait avec Yeshua Benjou et Sébastien Lemieux pour voir comment l'intelligence artificielle pouvait, en quelque sorte, accélérer le processus qui est votre travail, en somme. À tour de rôle, qu'est-ce que vous pensez qui peut se produire d'un point de vue de révolution possible grâce à l'outil de l'intelligence artificielle? Dr. Sauvageau? Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se produire avec l'intelligence. D'abord, c'est très prometteur. Il y a une place où il y a un avenir qui m'apparaît vraiment intéressant, c'est de bien comprendre
la structure des fameuses protéines que Anne parlait tantôt. C'est-à-dire, présentement, une des difficultés qu'on vit, et Anne le mentionnait, là, pour accélérer le processus, c'est important de comprendre cette serrure-là, donc de quoi elle est faite. Et vous savez que chaque serrure est particulière. Une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas la structure de toutes les serrures qui existent. On en connaît juste quelques-unes. Et l'intelligence, et c'est beaucoup de travail, comprendre la structure d'une serrure de protéines. On le fait principalement parce qu'on appelle la cristallographie. Donc, ça prend des spécialistes en cristallographie qui doivent produire des grandes quantités de protéines, qui doivent les cristalliser, donc sous forme d'un cristal, et ensuite les analyser par des méthodes biophysiques bien particulières. Et l'intelligence artificielle a la capacité, et c'est sa force, de modéliser les choses. C'est-à-dire qu'elle regarde des résultats et à partir de ces résultats-là, elle peut prédire des choses, elle peut même suggérer des expériences. On peut les tester pour les infirmer ou les confirmer. Et je pense qu'une des places où elle va être très utile, c'est vraiment de comprendre les différents types du cancer pour permettre aux chimistes de les regarder puis de dire « Ah, si je modifie mes affaires de telle et telle façon, ça pourrait vraiment accélérer le processus de découverte du médicament par améliorer les composés. » Maintenant, est-ce que l'intelligence artificielle est capable d'aider le chimiste dans la synthèse de produits chimiques? Ça, je vais laisser Dr Marnier parce que ce n'est pas mon expertise. Non, je dirais du côté chimique, bon, il y a déjà des logiciels qui essaient de nous dire comment, en tout cas, de donner des pistes de solutions quand on a une molécule que l'on veut synthétiser. Et je dirais qu'il ne faut pas oublier que la modélisation moléculaire en découverte du médicament, ça fait des décennies qu'on utilise ça. Je dirais 30 ans, en fait, facile, si ce n'est pas plus. Mais ce que je pense que l'intelligence artificielle va faire avec tous ces nouveaux algorithmes et l'apprentissage machine, elle va surtout aider le chimiste à penser en dehors de la boîte un petit peu, parce que l'espace moléculaire est infini. On dit, il y a toutes sortes de chiffres qui sortent, 10 à la 81 possibilités de molécules. Et bon, évidemment, nous, avec notre expertise, mais qui des fois peut être un biais, on se limite à un petit carré de molécules puis dans lequel on joue. Alors, je pense que l'intelligence artificielle va permettre de penser encore plus en dehors de la boîte. Mais il reste qu'à la fin de la journée, veut pas, il va falloir avoir un chimiste qui aille dans le labo faire ses petites poudres pour les tester et tester les hypothèses. Bien, on travaille. J'ai d'ailleurs un projet avec Dr Benjio. Puis on comprend donc que ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie pour trouver des solutions, qu'on n'est pas sorti du bois, mais qu'il y a des solutions qui émanent de part et d'autre. Le financement de toutes ces étapes, le financement de tous ces efforts, est-ce que ça fait partie des défis du chercheur que d'assurer de se donner les moyens de ses ambitions? Je peux le prendre, mais en fait, vous avez devant vous là, la personne, Anne Marnier, qui a le plus gros défi de financement. Parce qu'imaginez-vous une équipe de 60 chimistes médicinaux avec les salaires que ces gens-là font. Je le savais qu'il y avait... qu'il allait avoir bon, c'était une farce. Mais imaginez-vous une équipe de 60 chimistes dans le milieu académique. Et la chimie médicinale, c'est un milieu extrêmement compétitif. Hein. Il y a eu des creux, comme Anne a dit, là, quand la pharma a quitté, mais on est dans une vague présentement. On n'est pas dans le creux. Et bref, financer ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et je pense que tout le monde, en tout cas, tout le monde à l'Institut regarde Dr Marnier, puis on se demande comment elle y arrive, parce que c'est très difficile le financement de la recherche présentement. Tout le monde est au courant. Dans ce modèle-là, souvent, on a besoin d'un coup de pouce rapide qui n'est pas disponible parce que quand on fait une demande de subvention, on peut dire de façon générale là, que le moment entre l'application et le moment où les fonds sont versés, il peut se passer facilement 9 à 18 mois.
Alors que quand on a une bonne idée puis des bonnes personnes en notre possession qui sont libres, c'est là qu'on l'a, là. Et il faut qu'il y ait une fluidité accrue dans le financement de la recherche. Ça, c'est très clair. Puis à tous les deux, allez-y. Bien, j'aurais dit de façon plus générale, je pense que quand on veut faire de la recherche qui est porteuse et tout, il faut être capable d'oser, il faut être capable de doser, d'avoir le temps de doser, de ne pas être pris aussi avec toutes sortes de contraintes administratives ou autres. Et donc, et tout ça, au bout du compte, ça prend de l'argent. C'est juste ça. et je me permets d'intervenir en disant que moi, il y a plusieurs choses que je trouve bien de la crise de la COVID. Là, évidemment, là, je fais abstraction de tout le désastre qu'on a connu, puis les pertes humaines. Là, mais s'il y a une chose qu'on a apprise, c'est que nos chercheurs, il faut bien les traiter, puis on voudrait qu'ils fassent de la recherche, pas de la gestion. Exact. Et ça, je pense que c'est une leçon qu'on a tous appris. Oui. Puis une question pour vous deux, en ce sens-là. On commençait l'entretien en parlant d'une histoire à succès, celle de l'UM171, donc une découverte qui porte fruit aujourd'hui. Quand on est derrière des découvertes de la sorte, est-ce que le financement vient beaucoup plus aisément ou est-ce qu'on est même à même de convaincre des gens qui sont prêts à donner pour venir soutenir nos efforts de recherche? Est-ce que, au fond, quand on est derrière un succès, on est plus à même d'avoir les moyens d'en générer un autre? Moi, je dirais que, et on a essayé à l'IRIC et on continue de le faire, de recruter des gens qui sont des gens à succès. Et c'est pas que le succès amène le succès. Si on a un chercheur ou un chimiste qui a eu du succès, en général, il va en avoir encore. Et c'est toute la base du système académique, là. D'aller chercher des fonds présentement, je pourrais vous dire que même des gens qui ont des prix Nobel ont de la difficulté dans le système actuel d'aller chercher des fonds. Il y a plusieurs organismes au Canada qui ont fermé essentiellement leurs subventions pendant la crise de la COVID. Et ça, c'est dans un contexte où les subventions à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée et au genre de recherche qu'on a discuté aujourd'hui étaient déjà à un niveau peut-être... Bien, le mot anémique est bon parce que c'est un discours de sourd présentement. Et ça sera peut-être un autre moment où on pourra en parler, mais c'est vraiment un discours de sourd, là. Les administrateurs disent on n'a jamais tant investi. Et nous, on leur dit oui, c'est vrai que vous investissez beaucoup, mais le coût de la science a doublé, voire triplé depuis 5 à 10 ans à cause de ces nouvelles technologies qui, elles, amènent des fruits incroyables. Encore une fois, je prends l'exemple de la COVID. Des vaccins ARN, ça n'existait pas avant que des gens de sciences fondamentales les mettent de l'avant. Et ça, je pourrais vous en parler abondamment. Puis il y a toute la question des fonds publics, ou du moins de l'engagement de nos gouvernements pour soutenir les efforts de recherche. Puis après ça, il y a des gens comme vous et moi qui peuvent avoir la velléité de donner pour optimiser les efforts en recherche, puis nommément en cancérologie. Quels sont les endroits où il faut donner, pas dans le sens, pas à l'IRIC ou dans un autre centre de recherche, pour quel type de cancer, pour quel type d'étape de la recherche, où il faut donner ou mieux subventionner? Est-ce qu'il y a des étapes clés qui subissent une certaine anémie ou, tu sais, où il y a... Ouais. Je dirais que du côté de la chimie, on a parlé abondamment des collections de clés. Je pense que d'investir dans la génération de collections de petites molécules qui nous aident à identifier des cibles ou avoir des bons points de départ est très, très importante. Et on a eu, à l'unité de découverte du médicament, on a eu un don de la Fondation Gosselin depuis les 5 dernières années et qui continue et qui aide énormément. On a réussi à augmenter notre collection de 5000 molécules, mais même là, je vois dans les cribs qui se passent à l'Institut, plusieurs de ces molécules-là qui sont exclusives, qui nous appartiennent uniquement à l'IRIC et à l'Université de Montréal et qui ressortent en molécules de départ, en HIT, et qui sont extrêmement prometteuses. Moi, de mon côté, du côté de la chimie, c'est ce que je dirais. En marge de l'engagement des décideurs, des gouvernements, est-ce que les gens sont à même, comme la famille Gosselin, par exemple, de faire une différence, puis à des étapes cruciales de la recherche ou dans des secteurs spécifiques?
C'est une question extrêmement importante et difficile. Hein? Puis on a tous la même réaction quand on est au coin de la rue Sainte-Catherine et Atwater, puis qu'on se fait approcher par quelqu'un qui nous demande de l'argent. Et parfois on donne, parfois on n'en a pas, on ne peut pas. Mais ça m'est arrivé, et je suis sûr que c'est arrivé à tout le monde, d'en donner, puis tout d'un coup de se faire dire quelques semaines plus tard que « Ah, tu as donné à cette personne qui est en fait un... Bon, c'est pas un vrai. » Et de savoir où donner, c'est très difficile. Et moi, je dirais que il y a des choses qui sont, pour ne pas prendre un terme de la finance, des blue chips, des universités, des grandes universités de recherche, hein, comme notre université et comme d'autres au Québec, sont des blue chips. On le sait que ces gens-là sont des gens sérieux qui font de la vraie science. Ensuite, quand on a des désirs spécifiques, que ce soit de la chimie ou quand on connaît un chercheur spécifiquement, bien, de donner à son institution, ce sont des blue chips, ces choses-là. Et moi, c'est la seule façon que je serais capable de donner. Et bon, il y en a des histoires personnelles, là, puis je comprends très bien les gens d'avoir cette difficulté-là parce que c'est un monde qu'on ne connaît pas. Et de faire des dons majeurs, parce qu'on parle de besoins importants ici, là. Hein? Anne mentionnait tantôt là, que l'espace des clés représente 10 à la 81. Si c'est ça, là, ça, c'est 81 zéros après le 1. Et présentement, dans le monde, on parle de peut-être quelques millions de molécules. Donc ça, c'est 6 zéros. Il nous en manque 75. Et c'est avec ces zéros-là qu'on arrive à avoir des nouveaux médicaments qui remplissent les besoins de la population. On comprend que les efforts payent, cela dit, parce que vous faites la différence. Puis aujourd'hui, on peut dire que vous changez des vies. Je vais aussi vous remercier d'avoir pris le temps de nous permettre de démystifier la science du cancer, même en parlant de serrure. Je mets fin donc à 3 semaines de rendez-vous Audace où on aura eu l'occasion de parler de recherche, de science, de manière accessible avec des gens inspirants. Puis je vous invite tous et toutes à les soutenir dans leurs efforts. C'est avec vous et vos dons qu'on peut changer des vies. Et je crois pouvoir dire que chaque don compte. J'en profite aussi pour remercier Pomerleau, qui nous aide depuis nos tout débuts, qui a non seulement construit l'Institut, mais qui nous soutient dans nos efforts de recherche depuis 2003, depuis près de 20 ans. Et je vous dis aussi, je l'espère, à la prochaine, puisque Audace, c'est un rendez-vous annuel pour l'IRIC, pour se donner le temps, de prendre le temps, de donner un espace, une tribune à la science. Et je vous dis également, prenez soin de vous en espérant vous voir en présentiel l'année prochaine pour parler de science.